Je vais vous dire quelques mots sur les éléments de perception de notre système de soins et de santé de manière générale. Et alors, vous allez le voir, voilà, ça s'affiche déjà, c'est formidable. Notre observatoire s'appelle un observatoire sociétal. Il s'agit de la deuxième vague de ce dispositif. Et on conçoit, je rebondis sur ce que disait Guillaume Durand, que dans le contexte actuel, l'idée de réfléchir sur l'articulation entre la société et nos entreprises, nos institutions, nos établissements, en particulier les établissements de santé, est non seulement nécessaire, mais peut-être d'une nécessité plus brûlante que jamais. C'est-à-dire comment être en résonance, en performance, en regard d'une société qui est traversée par non seulement des clivages, mais des mutations extrêmement fortes. À cela s'ajoutent bien entendu toutes les innovations technologiques qui viennent et dont vous êtes particulièrement éclairés. Il s'agit de la robotisation, intelligence artificielle, travaux sur génomisation, etc. Donc on va vers un monde en grande partie nouveau, qu'il s'agisse des mutations de société, des mutations technologiques. C'est la raison pour laquelle nous réfléchissons sur la manière dont l'hospitalisation, et particulièrement bien entendu l'hospitalisation privée, peut être à la fois perçue et peut se positionner à l'avenir. Donc je remercie la FHP pour cette réflexion-là. Au fond, elle complète deux autres types de positionnements qui sont aussi légitimes et nécessaires. Le premier est celui de la promotion à l'égard des pouvoirs publics, de la situation de l'hospitalisation et particulièrement de l'hospitalisation privée. Et la deuxième, qui est très importante aussi, est celle d'une projection sur les enjeux d'avenir. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelle mesure l'hospitalisation, et notamment l'hospitalisation privée, peut jouer un rôle avec l'ensemble des publics pour réfléchir. Je crois que c'est ce que vous faites pendant ces rencontres assez importantes par les sujets qui sont abordés et par le profil des intervenants, comment l'hospitalisation privée peut intervenir en tant qu'acteur des mutations qui viennent avec ces parties prenantes. Alors, je vous livre, sinon je crois que mon temps est imparti malheureusement. Voilà, exactement. Donc je ne vais vous livrer, ne vous inquiétez pas, que quelques enseignements saillants. L'étude dont une partie a été dévoilée, médiatisée hier, est très riche. Il s'agit d'une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française qui a été menée à la fin du mois d'octobre. Le premier élément, et je pense qu'il faut le redire parce qu'on a tendance trop souvent à le négliger, c'est la qualité reconnue de notre système de soins en France. Ensuite, on peut s'adonner aux délices de tout ce qui ne va pas, de l'énoncé de tout ce qui ne va pas, mais fondamentalement, lorsqu'on demande aujourd'hui aux Français, si vous voulez être bien soigné, dans quel pays faut-il aller? Une large majorité de Français cite la France, 54%. Ensuite sont cités la Suisse, beaucoup plus loin derrière, 20%, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. Donc, certes, tout ne va pas bien, certes, il y a des choses à améliorer, mais on a quand même majoritairement conscience que nous bénéficions d'un système de soins qui est unique au monde, aux yeux d'un grand nombre de Français. Néanmoins, les dysfonctionnements sont jugés fréquents par les 2/3 des Français aujourd'hui. C'est ce que je crois vous voyez ici. Et pour aggraver un peu les choses, une nette majorité de Français, plus de 70%, estiment que ces dysfonctionnements sont de plus en plus fréquents au cours du temps. Donc il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose qui se détériore. Alors, pour donner quelques éléments saillants sur ce qui ne va pas, le premier fait transversal pourrait être résumé par le terme de pénurie ou de carence. Vous le voyez ici sur les chiffres qui s'affichent, pénurie de personnel soignant, c'est le premier élément cité, manque de moyens financiers, c'est le deuxième élément, et puis, bien entendu, et ça je crois que nous l'avons tous en tête, la question de la difficulté d'accès géographique aux soins. Voilà, on voit se profiler l'idée de déserts médicaux, mais au-delà de ça, je trouve bien cette idée d'un manque qui est soulignée ici. Donc, on n'est pas dans la dénonciation d'un système de soins qui ne produirait pas son effet en termes de pertinence de thérapie et de prise en charge et de
solution apportée aux pathologies des Français. On est véritablement, au contraire, pourrait-on dire, sur la dénonciation d'un manque. Et deuxième élément, qui s'inscrit au fond dans les contextes actuels. Alors, vous parliez tout à l'heure de la loi santé portée par la ministre. On note aussi un certain nombre d'inadaptations perçues. Est en question la pertinence des soins. La réflexion a été engagée sur l'existence ou non de soins inutiles. 30%, 31% des personnes interrogées estiment avoir fait un examen de santé ou un soin inutile. Alors on peut dire 30%, c'est minoritaire, mais si on convertit ça en millions de personnes, le volume enregistré est quand même très, très important. Et à l'inverse, et on en parle moins, avez-vous déjà eu le sentiment qu'un examen de santé ou un soin qui vous aurait été nécessaire n'a pas été réalisé? Eh bien ici, nous avons 38% des personnes interrogées qui estiment qu'un soin ou un examen aurait dû être réalisé et ne l'a pas été. Donc on voit que la situation est un peu plus complexe en termes de perception, car nous sommes bien ici sur des perceptions. Il peut y avoir des excédents en termes de soins, mais aussi là aussi des carences. Bien entendu, derrière ça, c'est l'idée du parcours de soins qui est en question. Et on le trouve aussi dans cette étude, l'idée de l'information. Pas uniquement une question de proximité ou pas, c'est une question d'information. Est-ce que vous êtes informé sur les professionnels de santé qui peuvent vous être utiles, avoir des personnes qu'on peut contacter aisément, des lieux que l'on peut, au sein desquels on peut trouver facilement des offres de soins adaptées aux pathologies que l'on reçoit. Et troisième élément, sur ce même sujet de l'inadaptation entre les soins prodigués ou pratiqués et puis ce que ressentent les gens, la question des urgences, on en parle beaucoup. On constate que, en termes de déclaration, il s'agit, je pense qu'il est important d'insister sur le fait que nous sommes ici sur des perceptions. 15% des Français déclarent avoir eu recours aux urgences hospitalières pour un problème de santé qui ne relève pas, en réalité, des urgences hospitalières. Alors vous allez me dire, le chiffre est extrêmement faible. On a tous entendu parler d'un voisin, d'un cousin, d'un ami qui avait un gros rhume et qui est allé aux urgences. Bon. Et par ailleurs, bien entendu, les urgences sont souvent engorgées. Cette perception-là, elle repose aussi sur la conception que les gens ont des urgences, conception plus ou moins élastique. Au fond, on va aux urgences, certes, si on considère qu'on a un problème majeur, mais dès lors qu'on se dit que les urgences, au fond, sont le lieu qui accueille aussi tout le monde, quel que soit le problème que l'on a, eh ben, on est tenté d'aller aux urgences. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur la facilité d'accès aux soins. D'une certaine manière, pour une partie des gens qu'on a interrogés là, qu'on le veuille ou non, les urgences, c'est un peu la solution de facilité. Il y a toujours quelqu'un. Alors certes, c'est compliqué parce qu'il faut attendre longtemps, etc. Mais on sait que quelqu'un va s'occuper de nous et que quelle que soit la pathologie dont on souffre, on va trouver une réponse. Et on a une facilité d'avoir physiquement quelqu'un qui est présent. Alors ce qui est intéressant sur ce sujet-là aussi dans cette enquête, vous qui êtes pour beaucoup d'entre vous, des responsables de l'hospitalisation privée, c'est le fait que beaucoup de gens ne pensent pas. Et je crois que c'est un chiffre qui avait frappé la mine. Beaucoup de gens ne pensent pas à aller aux urgences dans l'hospitalisation privée. Les 2/3 déclarent ne pas savoir qu'il peut y avoir des services d'urgence au sein de l'hospitalisation privée. Beaucoup ont peur que ça coûte cher. Donc là, il y a quelque chose qui est assez étrange au sens où, on le voit bien, beaucoup de gens se tournent vers des urgences dans l'hospitalisation publique, mais beaucoup aussi ne pensent pas encore suffisamment aux urgences dans l'hospitalisation privée, alors que je pense que beaucoup d'entre vous êtes prêts à les accueillir de manière enthousiaste. Ça, c'est ce qui ne va pas. Et en regard de ça, on assiste de manière là, très frappante. Alors ça va peut-être vous sembler être une banalité, mais je peux vous assurer que, ayant quelques années de route sur l'étude de la confiance, les résultats que l'on enregistre ici sont très frappants, à savoir que les professionnels de santé
Et l'hospitalisation publique, mais également l'hospitalisation privée, bénéficient au sein de la société de niveaux de confiance qui sont extrêmement élevés. Alors on peut dire c'est bien normal, vous vous occupez de la santé des gens, et ils sont bien soignés, donc la confiance est là. Mais quand on voit l'évolution des choses dans la durée, et quand on sait que un grand nombre d'acteurs souffrent d'une défiance majeure et croissante, c'est un atout majeur. Vous voyez, je crois que nous les avons mis ici, hein, les partis politiques. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont animateurs de partis politiques, mais on n'a plus aujourd'hui que 5% des Français qui font confiance aux partis politiques. Nous avions posé la même question l'année dernière. Les partis politiques étaient triomphalement à 8% de confiance. Je ne te parle pas des journalistes. Alors 0,01%. Ils n'apparaissent pas dans la question. Ça ne m'étonne pas. Mais voilà, on voit bien que cette idée de confiance est un atout majeur, bien entendu vis-à-vis du grand public, mais aussi, et vous en êtes des experts, dans le débat public et dans la relation avec l'ensemble des acteurs. Alors d'où vient-elle cette confiance ? Quelles sont les racines de cet atout-là ? Concernant d'abord les professionnels de santé, puis ensuite je dirai un mot sur les établissements. Les professionnels de santé, c'est un triptyque. D'abord, ils sont bien formés. Et la question de la compétence est majeure à travers l'ensemble de ces résultats. Deuxièmement, ils se préoccupent du bien-être des gens, des patients. On avait consacré l'étude l'année dernière sur la question du bien-être. Elle est fondamentale. Elle se diversifie, les attentes sont majeures. Et enfin, alors là aussi peut-être ça n'a l'air de rien, mais je crois que c'est fondamental, on a l'image de professionnels de santé qui sont à l'écoute des patients. Donc on est à l'écoute pour des raisons professionnelles. On a aussi parfois des patients qui ont envie qu'on soit un peu plus à leur écoute. Et puis on a une relation avec le professionnel de santé qui s'opère dans la confiance de la confidentialité, souvent. Donc on peut parler à un professionnel de santé. Et par ailleurs, non plus sur les professionnels, mais sur les établissements de santé, alors je rappelle, 80% de confiance sur l'hospitalisation publique, 78% sur l'hospitalisation privée. On a véritablement ici, en termes d'éléments d'explication, de ressort de cette confiance, la performance professionnelle. Des professionnels de qualité et bien formés, on retrouve l'élément que l'on citait précédemment. Deuxièmement, la qualité des équipements médicaux. Et troisièmement, la performance en termes de soins, de thérapie envers les patients. Donc je conclus, car je vois que le temps presse. Si vous voulez, à travers ces éléments-là, et bien entendu les autres que nous avons recueillis dans cette enquête, il nous semble qu'il y a 3 éléments saillants qui se dégagent, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Le premier, en rebond sur cette idée de confiance, concerne la possibilité pour le monde de la santé publique et de la santé privée, et particulièrement pour les établissements de santé privés, la possibilité d'être des acteurs de la transformation. Une loi est en cours, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Ce que disent ces données-là, c'est qu'aux yeux de l'opinion publique, les professionnels et les établissements de santé privés ont une voix particulière au chapitre, pas uniquement parce qu'ils sont directement concernés, mais aussi parce qu'ils ont une relation de confiance avec le grand public. Et donc leur voix dans la société est une voix qui est reconnue, qui est considérée. Je crois que c'est un atout majeur. Le deuxième élément qui apparaît en filigrane est une réflexion sur l'intérêt général, que l'on a déjà eu à travers différents échanges et à travers différentes enquêtes d'opinion, et qui renvoie à l'idée selon laquelle l'hospitalisation et l'hospitalisation privée également apparaît comme un acteur de l'intérêt général. Parce que l'hospitalisation s'occupe de la santé, bien entendu, mais parce qu'elle a vocation à soigner le grand nombre, au-delà de quelques personnes, parce qu'on sait que c'est un recours nécessaire et toujours présent. Et cette dimension-là me paraît fondamentale. Je rebondis sur ce qu'on évoquait au tout début en disant oui, il faut défendre les intérêts spécifiques de l'hospitalisation privée, mais attention, qui dit intérêt spécifique peut entraîner le risque d'apparaître comme le défenseur d'intérêts particuliers. Ce que disent ces résultats-là, c'est qu'il est possible aussi, il est peut-être probablement souhaitable, sinon nécessaire, d'avoir un discours d'intérêt général. Il est légitime
il est possible, et on voit que l'hospitalisation, particulièrement l'hospitalisation privée, a les moyens de le tenir. Curieusement, sur ces questions-là, il y a très peu de différence de perception entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée. Le troisième élément qui nous semble être un levier majeur pour l'avenir est l'idée, même si elle est polymorphe, l'idée de bien-être. L'idée de bien-être, on l'a vu dans l'enquête réalisée l'année dernière, on le voit encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui progresse. Qu'est-ce que ça veut dire le bien-être? Ça veut dire que je veux bien me sentir dans ma peau. C'est quasiment la définition de la santé au sens de l'OMS. Ça veut dire aussi que je suis bien dans la relation avec les autres, que je me trouve bien là où je suis, dans les bâtiments dans lesquels je me trouve, dans les locaux dans lesquels j'évolue. Et ça veut dire aussi que ma parole est entendue, que j'ai un lieu d'échange avec quelqu'un. C'est sur cette dimension-là aussi, nous semble-t-il, que l'hospitalisation privée peut avoir quelque chose à dire. Compétences et performances, intérêt général, bien-être. On voit que ce sont là 3 leviers majeurs, pour aujourd'hui et pour l'avenir, qui font système entre eux. Vous êtes d'autant plus habilité à parler au nom de l'intérêt général que vous êtes reconnu comme compétent, performant et que vous vous occupez du bien-être de manière générale. Là-dessus, les fondamentaux d'image sont bons. Et là-dessus, il nous semble qu'il y a un discours assez fort qui peut être tenu et déployé pour l'avenir, notamment en regard de ces perceptions et attentes d'opinion. Je vous remercie. Alors, ne bouge pas. Je ne bouge pas. Avant que la mine n'intervienne, moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, est-ce que dans cette enquête, les Français ont pris en compte la multiplication, disons, de l'ambulatoire, c'est-à-dire la fin des longs séjours, le fait qu'on va se faire opérer le matin et qu'on ressort le soir, évidemment pour les opérations qui ne sont pas lourdes. Est-ce qu'ils en tiennent compte de ça, de ce changement qui est fondamental? Oui, et qui probablement va s'accentuer. Ça rejoint précisément cette idée de la prise en compte et du bien-être. Sur l'ambulatoire, il y a bien entendu des considérations financières, il y a des considérations médicales qui entrent en ligne de compte, et du point de vue du patient, se pose la question des circonstances et des conditions dans lesquelles, au fond, il vit le mieux possible la période de son hospitalisation, s'il y a une hospitalisation. Ça veut dire 2 choses. Il l'accepte, ouais. 1, il l'accepte, et 2, à une condition quand même importante, mais qui est aussi une opportunité, qu'on les accompagne et qu'on tienne compte de leur situation avant, pendant et aussi après. C'est-à-dire au fond qu'il n'y ait pas un abandon, un sentiment d'abandon. Deuxième question, François, il y a 10 ans, tu avais écrit un livre sur les oubliés de la République. On y est en plein là. Alors est-ce qu'il y a une percussion? Je ne parle pas de l'impact budgétaire, on en a parlé tout à l'heure en ouverture, on en parlera tout au long de la journée, mais est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il y a une revendication qui touche justement le monde médical autour des ronds-points et dans les manifestations qui ont eu lieu violentes ces derniers temps? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord en effet le sentiment de distance que l'on a évoqué ici et que l'on enregistre très bien. Je suis pas entré dans des déserts médicaux, voilà, etc. Des déserts médicaux. Bon, je ne suis pas entré dans les détails, mais plus vous êtes en milieu rural, plus vous êtes en situation financière défavorisée, plus vous éprouvez ce sentiment de distance. Deuxièmement, un sentiment de manque d'information. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça renvoie à la question là aussi du parcours de soins. À qui je dois m'adresser en fonction de telle ou telle pathologie? Peut-être, je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais est-ce que les CPTS sont une réponse à cela? Les urgences dont on parlait tout à l'heure, indirectement en sont une. Je vais là, je sais qu'il y a quelqu'un. Quelle que soit ma pathologie, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, je sais qu'il y a quelqu'un. Donc je vais être pris en compte. La troisième chose qui me paraît très importante, c'est, même si c'est difficile, la spécificité de ma situation personnelle. Tu parlais des oubliés de la démocratie et des gilets jaunes. Il y a 2 registres dans leur mouvement sur lequel on a un peu travaillé. Il y a à la fois des revendications de pouvoir d'achat, bien entendu, et 1000 autres que vous connaissez, mais il y a aussi l'idée selon laquelle, en tant que personne, je veux avoir une place envers mes interlocuteurs. Quand on dit que l'on est oublié, ce n'est pas uniquement qu'on est oublié au sens vous ne me donnez pas le pouvoir d'achat auquel je prétends. Je suis oublié aussi parce qu'en tant que personne dans ma singularité, avec mes épreuves, avec mon parcours de vie, eh bien, je n'ai pas en face de moi les interlocuteurs avec lesquels j'ai envie de m'exprimer. Puis enfin, il y a un 4e point, pour terminer sur cette question-là, qui est très important, qui est dans la mise en œuvre des politiques, le sentiment de ce que je gagne et de ce que je perds. Si vous me dites que j'ai un reste à charge 0, mais si j'ai le sentiment que la mutuelle me reprend par derrière ce que je gagne dans le reste à charge,
il y a un sentiment d'usurpation qui ne me plaît pas trop. Donc on voit bien qu'il y a un maillage de facteurs qui sont à la fois très matériels et, nous c'est notre conviction, hein, qui sont aussi extrêmement relationnels. D'où, alors je ne sais pas si c'est l'un des éléments qui nous intéresse ici, mais une articulation forte, je pense, à l'avenir entre technologie et humain. Les enquêtes menées l'année dernière ont montré qu'on a une confiance forte, majoritaire, dans le développement des technologies de santé, technologies médicales, pour mieux nous soigner. Oui, il en faut, si on peut diagnostiquer en amont des pathologies, etc. Mais on veut aussi, et à mon sens, ça n'est pas incompatible, une femme ou un homme qui nous écoute. C'est cette articulation entre plus de technologies qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, ne fait pas peur, mais aussi une part d'humanité qui est attendue, que se situent des attentes majeures, je crois, pour les années qui viennent. Merci, je crois qu'on peut applaudir François Mickey-Marty donc pour Via Voice.